Il est le nouvel homme fort des sondages. D'après l'Institut TNS Sofres, Jean-Luc Mélenchon se rapproche dangereusement de François Hollande. Déjà 95 000 signataires réunis sur son site JLM 2017. La gauche de la gauche peut-elle écraser le PS? Pour y répondre, nous recevrons la porte-parole du mouvement Ensemble, Clémentine Autain, et le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Ce sera juste après la question qui fâche d'Amandine Collongette. Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui fait trembler l'Élysée. Moi, je dois ouvrir le chemin. Voilà. Parce qu'il faut que quelqu'un se décide à un moment donné. Celui qui a été syndicaliste, qui m'écoute, il a déjà vécu ça. Vous êtes là, tout le monde ronchonne, on regarde ses pieds, alors on vous pousse, il y en a un qui va devant. Et oui, d'après les derniers sondages, le leader de la gauche talonne François Hollande au premier tour. Il profite évidemment du fiasco de la loi travail. Je lui reproche la loi El Khomri. C'est-à-dire cette persécution sur la vie quotidienne des gens. Et récupère ainsi les déçus du hollandisme. Il surfe aussi sur la vague de mécontentement qui souffle, notamment avec Nuit debout. Alors ce qui inquiète fondamentalement le gouvernement, c'est un possible phénomène Mélenchon. Mais au fond, peut-il battre François Hollande? Mélenchon, il a une vision autoritaire de la vie et de la politique. Il est scotché dans les années 30 et Mélenchon au pouvoir... c'est pas la peine d'y penser, il n'y arrivera jamais. À un an des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon est en capacité d'être celui qui sera en tête de la gauche. Mais vous verrez, il sera au deuxième tour, j'en suis convaincu. Vous savez, en juin 2012, Jean-Luc Mélenchon était à 3% dans les sondages. On préfère commencer à 11 et 16. Voilà, ça nous assure un meilleur futur, un meilleur avenir. Mais Mélenchon au pouvoir, il mettrait tous les Mélenchons en tôle. Ah, c'est ça qui est intéressant. Tous ceux qui manifestent, tous ceux qui manifestent, qui disent résistance et tout ça, allez hop, ils passeraient en tôle. Ce que nous rappellent aussi ces sondages, c'est la division de la gauche. D'un côté les socialistes, de l'autre le front de gauche et les communistes. Et cette question est sur toutes les lèvres à l'Élysée. Sera-t-il possible de réconcilier les gauches avant 2017? Vous nous voyez participer à une primaire avec ceux que nous combattons aujourd'hui, François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Enfin, c'est quelque chose que personne ne pourrait comprendre. Moi, je suis pour une primaire de toute la gauche. Sincèrement, c'est le seul moyen de gagner la présidentielle. S'il y a émiettement à gauche, eh bien, nous serons éliminés au premier tour. Je dois avouer qu'aujourd'hui, ce matin, elle a du plomb dans l'aile. Si François Hollande y va et qu'en plus il prétend, parce qu'il ne l'est pas, mais qu'il prétend rassembler le camp de la gauche, eh bien il va aller à l'échec et il risque d'entraîner la gauche entière dans l'échec. N'oublions pas qu'il reste encore 12 mois avant l'élection présidentielle. La course de fond va bientôt commencer pour les candidats. Et Jean-Luc Mélenchon le sait, les sondages peuvent tout dire et son contraire. Ça marche pas à tous les coups, il y a des fois où on se plante. Alors question qui fâche, JLM 2017 peut-il gagner le marathon présidentiel? Bonsoir Clémentine Autain. Vous êtes porte-parole du mouvement Ensemble, les conseillers régionales d'Île-de-France. À vos côtés, Laurent Geoffrin. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal Libération. Jean-Luc Mélenchon, entre 12 et 16% en fonction des scénarios dans les derniers sondages, au premier tour. Ça vous surprend? Ça met du baume au cœur d'abord. Et je pense que... C'est une surprise ou pas? Je pense que c'est le reflet d'un contexte social et politique qui a changé ces derniers mois, à la faveur d'une mobilisation contre la loi El Khomri, des nuits debout, de ce qui s'est passé aussi autour d'Air France ou des Goodyear. Et qu'on sent bien que le fond de l'air est en train de changer. On avait un débat qui était polarisé sur la question de l'identité. Et il est en train de basculer du côté de la question sociale. Et je trouve que c'est heureux. Et que Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat testé parce que c'était celui qui était le candidat en 2012, cristallise cette gauche bien à gauche. Voilà, je ne suis pas plus étonnée que ça, et je pense que ce que ces sondages révèlent aussi, c'est l'effondrement du président de la République et du Parti socialiste en réalité. Et ça, je trouve que c'est tout à fait notable, parce qu'en 4 ans, ce qui a été dilapidé est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous vous réjouissez justement de cette chute de François Hollande? Non, vous savez, j'ai l'impression que la gauche française, vous vous souvenez de la secte de Jim Jones? Vous vous souvenez de ça? C'est une secte qui s'est réunie dans la forêt brésilienne et qui s'est distribuée elle-même un liquide orange dans lequel il y a du poison. Et ils sont tous morts. Ben, c'est la gauche française. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se distribuer le poison les uns les autres. Ils ne sont pas encore morts, mais ils boivent. Ils boivent beaucoup. Et ce poison s'appelle la division. Est-ce que c'est pas la stratégie d'opposition au gouvernement qui commence à payer de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais le gouvernement a pris 2 mesures au moins qui sont des erreurs, à mon avis. On l'a dit 15 fois dans mon journal. 1, la déchéance de nationalité, c'était une erreur.
jusque-là, c'était difficile pour les gens de gauche, parce qu'ils avaient en face d'eux un gouvernement qui menait une politique trop modérée ou trop libérale. Enfin, comme on veut. Là, l'échange de nationalité, c'est un symbole, ça concerne très peu de monde, c'est un symbole négatif quoi, pour les gens de gauche. Et puis ensuite, la loi El Khomri, moi je ne suis pas contre la loi El Khomri dans sa version actuelle, mais la version qui est initiale, elle était presque pas possible. Enfin, c'était. Puis en plus, il y a un problème de théâtre politique. Vous faites une loi, le MEDEF dit c'est formidable, et tous les. C'est quand même difficile, ça. Donc, si je vous entends, aujourd'hui, il n'y a plus aucune chance pour que la gauche soit présente au second tour. Moi, je ne partage pas le point de vue sur la division, ni sur le bilan de ce qui a été mal fait par ce gouvernement. Sur la division, d'abord, il faut quand même se rappeler que dans l'histoire de la Ve République, quand la gauche a gagné, ça n'a pas été très souvent, mais c'est arrivé, elle n'était pas forcément rassemblée au premier tour. Et donc... Mais là, il y avait un accord d'union de la gauche, quand même. Il y avait un accord d'union de la gauche, mais... Mais le Front National n'était pas à 25%. Il y a eu un accord d'union de la gauche sur un programme qui s'est fait au long cours, et qui était un programme dans lequel le rapport de force entre la gauche de rupture, pour faire vite, et la gauche d'accompagnement, était polarisé plus du côté de la transformation que de l'accompagnement. Bon. Donc, mais même dans les élections intermédiaires, je veux dire, ce qui met en mouvement la gauche, et même François Hollande, qui a gagné la dernière fois, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait d'autres candidats. Donc ce n'est pas ce qui pèse le plus sur la victoire possible de la gauche. Et surtout, je pense que c'est bien l'effondrement aujourd'hui du Parti socialiste qui est au pouvoir et qui déçoit. Et c'est pas simplement une affaire de symbole sur des mesures de type la déchéance de nationalité, même si elles sont importantes et elles sont délétères. C'est concret. Non, regardez, ça joue dans vos milieux, mais excusez-moi. Allez dans les quartiers populaires, je vous assure, pardonnez-moi. Oui, mais à côté des sondages, il y a les élections. Il y a les élections régionales, le PS est à 24. D'accord, mais ce que je veux juste vous dire, il survit. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas simplement le Parti socialiste, c'est le système depuis 30 ans politique qui, d'élection en élection, produit les mêmes choix néolibéraux, autoritaires, qu'on vote pour Sarkozy, pour Hollande, pour je sais pas. Il y a un ras-le-bol. Et l'abstention, le premier parti de France, le premier parti de France, c'est quand même l'abstention. Et dans les quartiers populaires, c'est le chômage, la précarité, le manque de perspective. Mais c'est ça qui fait le. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, quelle est la vision qui permet de se dire que demain sera meilleur aujourd'hui pour le grand nombre? Moi, j'entends des enseignements assez définitifs sur quelque chose d'assez fragile que sont ces sondages. Je suis bien d'accord. Je trouve qu'on se projette quand même un peu rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que ça change? Moi, ce que j'observe, c'est que la gauche est éliminée au premier tour, de toute manière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert de voix entre, effectivement, le PS qui déçoit. Moi, je pense que la loi sur la déchéance de la nationalité a beaucoup compté. En tout cas, pour moi, elle a beaucoup compté. Et en effet, ça se transfère sur Mélenchon. Mais le socle, qu'est-ce que ça fait, le socle? Ça fait 25%. C'est-à-dire que le PS plus un peu la gauche de la gauche, c'est 25%. Ça veut dire que la gauche n'y arrive pas. Et que les simples transferts de voix qu'on voit, c'est de la gauche à un peu plus mais la gauche. Mais il ne faut pas se raconter. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais non, mais ce n'est pas la division. Précisément, le problème, c'est que la réponse, c'est pas simplement on va se mettre tous ensemble et donc faire un paquet avec nos 25%. La question qui nous est posée, c'est que la gauche, elle est en état de décomposition intellectuelle. Donc, si elle doit se remettre sur pied, c'est de savoir sur quelle base politique est-ce qu'elle est capable de proposer. Alors laissons passer un 2017. Projet, une stratégie. Non, c'est est-ce que 2017 peut être un point d'appui pour une recomposition qui, à terme, permettra d'améliorer la vie. Laurent Geoffrin. D'abord, cette décomposition, je le répète, est récente. C'est 24% au régional. Après 4 années de soi-disant trahison, etc. Donc il y a quand même un socle à gauche qui reste assez fort. C'est pas mon vocabulaire. Et non, enfin, c'est ce que beaucoup de gens disent. Et donc vous avez une situation dans laquelle il y a une division traditionnelle qui est celle dont Clémentine fait état, c'est-à-dire la gauche de la gauche radicale, et la gauche qui veut gouverner. Alors, il y a toujours eu ça, du temps de Mitterrand. Du temps de Mitterrand, oui, un jour. Mais elle n'a jamais gouverné. Et sauf quand elle s'est alliée avec l'autre gauche. Par exemple, le Parti communiste en 1981. Quand il y a une alliance, ça marche. Quand il n'y a pas d'alliance, ça ne marche pas. Et cette division traditionnelle. Sous Mitterrand, c'est le privilège de l'âge. Sous Mitterrand, c'est pareil. L'extrême gauche disait oui, il trahit. Mitterrand, écoutez, Arlette Laguillet. Mitterrand, c'était pire que ceux d'en face. C'était horrible. Et elle faisait 5-6% quand même. Elle n'avait pas tort, Laguillet. Comment? Elle n'avait pas tort. Selon vous, oui. Les extrêmes se rejoignent, comme toujours. Mais et donc la division est plus grave parce que le reste en dehors de la gauche radicale, les autres non plus, ils ne veulent pas Vous avez Pierre Laurent, il est au Parti communiste. Il dit il ne faut pas faire de primaire parce qu'il y a un risque énorme, c'est qu'Hollande se présente à la primaire.
Et si jamais il gagne, on sera obligé de le suivre. Donc Pierre Laurent, il ne veut pas voter pour Hollande au premier tour, mais au deuxième tour, il votera pour Juppé, hein. C'est ça. Puisqu'il aura Le Pen en face. Donc il ne veut pas de Hollande, mais il veut bien de Juppé. C'est quand même une contradiction. Parce que là, effectivement, on sera d'accord, tous, je pense, pour dire deux choses. La première, c'est que ce n'est qu'un sondage. Et comme disait Chirac, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Donc, ne nous emballons pas. Deuxièmement, je suis d'accord avec Geoffrin sur un point. Il y a 6 mois, c'est combien? 4 mois, les régionales, c'était le PS avait tenu bien mieux la route. Et les autres gauches étaient dans un trou, on dira. Hein, donc là, manifestement, il connaît toutes les régions. Donc. Manifestement, il remonte. Bon, ça met. En même temps, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Clémentine Autain. Elle dit le fond de l'affaire, c'est qu'on bascule d'un clivage identitaire, rebascule, parce que c'était avant le clivage social et on est passé dans un clivage identitaire. On rebasculerait, selon Clémentine Autain, de nouveau dans le vieux clivage social. C'est ce que révélerait ce sondage. Pourquoi le vieux? L'ancien, si vous voulez. Mais pourquoi il est Parce qu'il a tout ça toujours depuis 1945, c'est un clivage social. Et c'est un clivage identitaire depuis il est très neuf? Ah, il est assez neuf, oui, depuis quelques années, oui. Bah, vous savez, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas beaucoup de musulmans, si vous voulez. Donc le clivage identitaire, il était un peu léger. Il y avait d'autres formes, vous savez, le racisme a pris d'autres formes à travers l'histoire assez variée. Donc je pense, moi, exactement le contraire. Et ce qui prouve que c'est le clivage identitaire qui va dominer la période pour au moins, d'après moi, 20-30 ans, et sans doute de façon tragique, c'est que la gauche, tous compris, là, vous vous mettez tous, et vous êtes 25% de la population. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire même pas le total du Front National à lui tout seul. C'est quand même, il faut regarder les choses en face. Le chiffre est faux. Non. Les dernières élections, ce n'est pas le cas. Plus... Non, j'ai dit dans le sondage. Ah, dans le sondage. Ah oui, on ne peut pas parler de... vous dites vous-même les sondages. Non, mais alors, même dans les élections, ça fait 30. Oui, et le Front National est à 30. D'accord, mais la gauche entière, elle fait autant que le Front National. Il y a des gens qui disent que ça se droitise pas. Non, mais surtout... Attendez, et je finis une dernière chose, c'est que, chère Clémentine Autain et cher Laurent Geoffrin, tout ça se finira au second tour. Vous viendrez nous expliquer qu'il faut voter Alain Juppé. Alain Juppé, qui est pire que Hollande, ou la même. Moi, je vous accorde que c'est le même. Mais vous allez tous finir par voter Juppé. Il faut vous opposer au Front National. Donc tout ça, c'est des discussions vaines. C'est des discussions vaines. Il n'y a pas de solution. Parce que vous êtes enfermés dans une impasse. Il y avait une solution. Si je peux me permettre, il y avait une solution. C'est celle qu'on a essayé de promouvoir dans notre journal, enfin de faire écho. C'est consistait à faire une primaire. L'appel à la primaire, absolument. Primaire de la gauche. Alors Mélenchon ne voulait pas. Il est cohérent. Seul. Ah oui, et Hollande non plus. En la refusant, il est cohérent. Pas vrai, ça. Personne n'en veut. Enfin, c'est-à-dire que la gauche en veut. Quand vous demandez aux gens, 75% des gens de gauche disent oui, il faut faire une primaire. Et ça a quand même un certain nombre d'avantages, ce processus. C'est que d'abord, vous obligez le gouvernement, les ministres ou le président sortant à venir s'expliquer devant ses électeurs. Puisqu'il y a une campagne, ça dure, il y a des débats, etc. Il est obligé de venir dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait tort, j'ai raison. Le premier point. L'autre point, évidemment, qui est quand même assez avantageux, c'est que vous avez un seul candidat. À la fin des fins. Et qui a une chance de passer le premier tour. Il faut quand même être d'accord sur un minimum de choses. Mais là, on voit bien que les divisions. Mais attendez, regardez. En 81, vous croyez que la gauche était d'accord? Que le Parti communiste et le Parti socialiste étaient d'accord? Mais ils discutaient, c'était pas une primaire. Clémentine Autain. Non, parce qu'il n'y avait pas de Front National, évidemment, il n'y avait pas de primaire. Je voulais répondre à Éric Zemmour parce que je ne partage pas l'idée que, je dirais, la démocratie représentative est tellement pâle qu'on ne peut pas prendre une projection simple des scores de ceux qui voteraient, la façon dont ils se polarisent. Alors moi, je ne nie pas du tout la poussée identitaire, l'extrême droite qui s'installe dans le paysage politique, ça c'est tout à fait juste. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas nier non plus qu'il y a aussi des franges de plus en plus importantes de la population qui sont en train de contester les logiques néolibérales, le système capitaliste, le consumérisme aussi, c'est-à-dire cette société de consommation dont on ne peut plus. Mais je me mets moi-même dedans. Voilà, une démocratie qui est en berne, etc., etc. Et que ça vous embête, mais moi-même je suis dedans. Et que cela constitue un grand nombre de citoyennes et de citoyens qui estiment aujourd'hui ne pas être représentés dans le champ politique. Alors, est-ce que la primaire peut être une réponse par rapport à ça? Moi, je vois pas le truc. C'est-à-dire qu'imaginez qu'au final, je sais pas, on aurait au premier rang d'un Jean-Luc Mélenchon victorieux, Manuel Valls l'applaudissant, ou que à l'inverse, Macron ayant gagné, je me retrouve à applaudir. Bon. Donc ça ne fonctionne pas. Vous avez deux orientations. Non, ça peut fonctionner avec l'ensemble de la gauche, sauf Mélenchon qui ne veut pas. Ah bah oui, c'est quand même un petit peu de monde. Il n'y a pas que Mélenchon, il y a... le reste de la gauche.
C'est-à-dire écologistes, communistes et socialistes, par exemple. Mais dans ce cas-là, c'est Hollande qui va gagner. Voilà. Ça change rien. De toute façon, il va être candidat. Moi, je ne prendrai pas le risque. Je suis en désaccord complet parce qu'au final, c'est pour faire quelle politique? Et ce qui est absolument certain. Une politique moins à droite que celle de Juppé et de Le Pen. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'aujourd'hui. Non, attendez. Je ne veux pas dire que Hollande est plus à droite que Le Pen. Mais c'est pas. Je pense même que le critère, c'est quel projet de société? Quel projet de société? Une société moins dure, plus juste, plus humaine. En 4 ans, j'avais l'impression, qu'est-ce qu'on a eu depuis 4 ans? Le pacte de responsabilité avec des milliards de grandes entreprises. Quelle avancée? Concrètement, il y en a eu quelques-unes, pas vrai? Je vous écoute, j'attends, moi. Je veux dire, à part le mariage pour tous, et je suis désolée, c'est quand même un peu faible, comme bilan de la gauche en 4 ans. Et beaucoup de destruction, et des choses qui ont été menées. Le ramener à 60 ans, alors là, le MEDEF fait pousser du hurlement, évidemment. Ramener à 60 ans l'âge de départ à la retraite des gens qui ont commencé très tôt, c'est une réforme. Augmenter le nombre de profs. Pendant ce temps-là, on a augmenté la retraite de tous les autres. C'est tout à fait sympathique comme mesure de gauche. Augmenter le nombre de profs, c'est une mesure sociale. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, on les attend. En Seine-Saint-Denis, le problème, c'était plutôt le problème du PS qui doit, une fois pour toutes, choisir. Il y a une partie du PS qui devrait s'allier, en effet, avec Juppé. Voilà, exactement. Et l'autre qui devrait rester à gauche. Mais moi, je crois que c'est ça, en fait. Ça, c'est la réalité de fond, en réalité. Moi, je crois que c'est la seule chose qui va. Tant qu'ils n'auront pas tranché cette ambiguïté, on sera dans cette confusion. Le Guen, en bas des listes, ont proposé ces dernières semaines ce schéma. Prenons un exemple, le pacte de responsabilité, qui est un des thèmes sur lequel on fait le procès du gouvernement. Il aide les entreprises, 4 milliards sur 4 ans, c'est horrible. Les frondeurs. Les frondeurs, attendez, laissez-moi terminer. Les frondeurs, ils disent, c'est horrible, on a aidé les entreprises sans leur demander de contrepartie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont pour aider les entreprises, les frondeurs. Oui, ils sont pour. Les frondeurs qui étaient assis ils sont sur la même politique avec des nuances. Ils disent pas ça. Donc ils disent, on aurait voulu que cette enveloppe soit répartie. Oui, différemment. Une partie pour les entreprises, une autre pour la demande, etc. Non, mais c'est pas une division. C'est pas une division majeure, là, il a raison. C'est une division de modalités. On peut discuter. Moi, je vais être très... Enfin, excusez-moi, mais est-ce qu'il faut une nouvelle république? On sort de cette monarchie présidentielle. Est-ce qu'il faut les 32 heures? Est-ce qu'il faut une relance de l'activité en sortant des clous de l'austérité? C'est concret. C'est des mesures qui sont concrètes, qui peuvent nous permettre de mener des ruptures qui changent l'horizon des politiques publiques. Et de ce point de vue, on a 4 ans de bilan gouvernemental. Attendez. Mélenchon, il y a une division. Ce que vous proposez, Clémentine Autain, vous avez personne derrière vous, vous le savez quand même. Je ne partage pas votre point de vue. Pourquoi? Vous n'avez même pas 10% de la population. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que regardez toutes les enquêtes d'opinion. Mais c'est pas vrai. Dans les enquêtes d'opinion, il y en avait beaucoup qui disent que la contestation du système capitaliste, elle est grandissante. Parce que chacun voit bien que le PSA, ce qui est arrivé à PSA en Seine-Saint-Denis, enfin en Seine-Saint-Denis, en fait en France. Je vous répète, on conteste, oui. Ça ne veut pas dire qu'on est pour vos solutions. Alors c'est quoi la solution? Vous ne voulez pas dire qu'on est... La seule façon... Vous avez déjà réglé la question démocratique, vous savez comment pensent les Français. Mais moi je regarde les enquêtes d'opinion, je regarde les études, je parle avec les gens. Et alors c'est pas figé? Les gens bougent? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas. L'expérience grecque a prouvé une chose très intéressante. C'est que, parce que c'était votre ligne, il s'est couché lamentablement. Pourquoi il s'est couché lamentablement? Tout simplement, il s'est couché. Il s'est couché tout simplement parce que dans le cadre européen, dans le cadre de la zone euro, on ne peut que se coucher. Donc soit, et c'était cette discussion que j'ai déjà eue avec Mélenchon, soit vous sortez de la zone euro et de l'Europe, mais dans ce cas-là, il faut une alliance des souverainistes que vous a proposé Sapir, c'est-à-dire avec le diable Front National. Sapir l'économie. Soit, oui, mais c'est pour ça que je le dis. Ça, c'est pour ça que je le dis. Soit vous restez dans la zone euro parce que vous n'avez pas les moyens de sortir, et vous n'avez pas les moyens démocratiques de sortir, et dans ce cas-là, vous vous coucherez. L'alternative, elle est simple comme bonjour. La réponse de Clémentine Autain. Ils sont pas beaucoup plus à gauche, la Grande-Bretagne. Je reviendrai avec grand plaisir pour refaire un débat sur... C'est leur choix. Alors, on écoute la réponse de Clémentine Autain. C'est un débat qu'il faut avoir de façon approfondie, donc je vais répondre à la SERP. Bon, d'abord, la Grèce n'est pas la France. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pas une réponse, ça. Si, ça fait partie de la réponse, je suis désolée. La situation de la Grèce, après 9 plans d'austérité... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a changé d'avis comme ça? Voilà. Non, mais moi, je ne vous dis pas que j'approuve la façon mais pourquoi il a trahi, lui aussi. Non, c'est pas une histoire de trahir. Arrêtez
avec ça, la trahison. Mais non, mais c'est un point de vue moral. C'est pas comme Hollande, il change en 6 mois ou en 1 an, lui il change en 24 heures. On peut se sentir trahi. Écoutez, il était devant un choix qui était quand même très difficile. C'est ce que je vous dis. Et de bonne foi, il a choisi l'Europe. Et alors, donc on doit être sans arrêt sous le couperet de deux solutions qui sont des solutions mortifères. L'une ou l'autre. Eh bien, je ne partage pas. Vous avez une conscience sur Tsipras, qui est un Il faut regarder les choses en face, Clémentine Autain. Il ne faut pas vivre dans le public et nuit debout. Mais je ne suis pas dans les réalité. Regardez la réalité en face. Regardez, je termine si vous voulez bien. Alors, regardez la réalité en face, c'est de dire que nous avons besoin d'un rapport de force européen et certainement pas d'une obéissance à ces traités les uns après les autres. Mais non, c'est pas ça. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Et alors? C'est du violon. Et alors? Il n'y a pas de rapport de force européen. Il n'y en a pas. Eh bien, il faut parce que c'est l'Allemagne qui dirige. Donc, il n'y a pas, il n'y en aura jamais. Soit vous êtes bien un réactionnaire. Vous sortez. pensez que ce qui a été sera toujours. Je ne pense pas ça et je pense qu'il faut au contraire. Non. Et que si un mot sur la question européenne. Excusez-moi, il caricature. D'une phrase. La politique monétaire de l'Europe a changé radicalement. Ah bah oui, radicalement. Ça, vous avez raison. Et oui, et c'est depuis qu'elle a changé qu'il y a un peu de croissance. Un peu, pas beaucoup, un peu. Pas beaucoup. Et donc, comme quoi c'est possible. Comme quoi ça peut changer. Contrairement à ce que vous dites, pour que ça change, il faut sortir. Non, on peut rester dedans et que ça change, ça a changé. Moi, je veux juste dire que si la France... Sauf que je ne partage pas votre touché quand même. Mais si la France... Monsieur Zemmour, c'est uniquement Draghi qui a changé la politique monétaire. La place de la France dans l'Europe n'est pas tout à fait celle de la Grèce. Et je vous le dis très franchement, et c'est pas bisounours, c'est au contraire terriblement réaliste si la parole de la France face à Merkel changeait et que le rapport de force était mené par un État comme la France qui a des alliés potentiels, par exemple avec ce qui va se passer en Espagne, ce qui se passe au Portugal, etc. Avant 2012, j'ai entendu ça avant 1997 avec Jospin. C'est du Vous me mettez du même côté que celle de Jospin. C'est du Je m'adresse à vous en tant que personne de gauche, parce que la situation, ce qui nous attend, c'est en effet de voter Juppé au deuxième tour. Ça nous pendait, mais c'est pas fini. Vous avez déjà tranché la primaire de la droite, je vois. Oui, moi je crois. En tout cas, sinon ce sera Sarkozy. Si vous votez Sarkozy, on va se c'est pas seulement ça. C'est qu'on ils le feront. Mais oui, ils le feront. C'est sûr qu'ils le feront. Ils ont voté Estrosi. Ils ont voté Estrosi dans le Sud. Et après ça, 20 ans de marginalisation de la gauche. Alors, je m'adresse à... 20 ans, vous êtes toujours pessimiste. Vous avez vu dans quel état c'est? Dans quel état 5 ans en tout cas, oui. On voit que déjà 2007, c'est... Oui, mais il y a que 2022... Il y a une chose que qu'est-ce qu'on fait? Il y a une chose que vous oubliez. Moi, je vous dis, on se met au travail. Attendez, il y a une chose que vous oubliez, c'est que les inégalités sont extrêmement fortes. Et c'est une demande de la population que ces inégalités soient réduites. Regardez aux États-Unis. Même aux États-Unis, pourtant c'est le pays le plus inégalitaire du monde, pratiquement, qui est très riche par ailleurs, eh bien, vous avez un candidat qui s'appelle Sanders, qui est socialiste. Alors, il ne va pas aller au bout, d'accord? Enfin, il a fait pas beaucoup de voix. Il a joué dans la campagne et Clinton est obligé de... Oui, c'est vrai, on va faire des réformes. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça veut dire que la gauche, c'est pas seulement des appareils vermoulus qui se battent entre eux comme aujourd'hui. C'est une aspiration. Cette aspiration est permanente. Et donc, elle peut très bien se manifester d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui peut se produire dans les années qui viennent. Mais M. Zemmour ne voit pas ni Corbyn, ni Sanders, ni Podemos. Vous ne voyez rien de tout ça. Je vois très bien que Sanders a un électorat jeune, étudiant et blanc. Oui, et je vois très Clinton bien. a un électorat des minorités. Oui, je vois très bien. Bah oui. Donc, et alors, c'est bien. Un ticket Hollande-Mélenchon, ce serait possible ou pas? Non, soyons sérieux. Par une chose un peu sérieuse. Ouais, impossible. Vous qu'il y a un ticket Hollande-Mélenchon. Puisque vous finirez par voter Juppé, donc vous pouvez tout accepter. Vous êtes incroyable. Alors, revenons en France avec la place de la République et le mouvement Nuit debout. La polémique Finkielkraut vous a fait écrire cette petite note dans Libération. Quand on passe aux insultes, au crachat, Monsieur Geoffrin, c'est qu'on est à court d'arguments. Oui, en général, c'est vrai. Mais voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est que je ne suis pas certain que les gens qui ont fait partir Finkielkraut, je ne parle pas de ceux qui l'ont accompagné, je parle de ceux qui l'ont insulté. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient du mouvement en question. Voilà, le mouvement c'est ce qui était dit d'ailleurs par pas mal de témoins sur place. Sauf qu'il y a des jeunes communistes qui ont revendiqué la chose. Donc absolument. C'est plus gênant. Non, moi j'ai défendu un principe. Moi j'ai fait railler avec Finkielkraut en permanence depuis des années. Je suis en désaccord quasi total avec ce qu'il raconte. Et justement, c'est la place de la République. La place de la République, c'est pour tout le monde. Et c'est pour tous les citoyens. Et donc, y compris Finkielkraut, même si on est en désaccord total avec... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Nuit debout, le lendemain,
Ils ont mis un certain temps. Mais qui ont dit, finalement, c'est une bêtise, on aurait dû le laisser... Comme Romain Goupil, dans le Monde d'hier, c'était une grosse connerie. Oui, mais Romain Goupil, vous êtes d'accord avec ça, Clémentine Autain? Je trouve que ça prend une place absolument incroyable et de ce point de vue, Finkielkraut a réussi son coup. Parce que... Donc c'est volontaire. Non mais imaginez-moi si j'étais allée à la manif pour tous. Je pense que l'accueil n'aurait pas été très sympathique. Oui, vous reprenez l'argument d'Olivier Besancenot qui dit si je m'étais pointée dans les actionnaires du CAC 40... Enfin, c'est l'évidence même. Mais non, mais c'est l'évidence même. Moi, je ne partage pas le fait que c'est super de s'insulter. Il y a eu un crachat qui d'ailleurs lui-même pas tombé dessus. Bon, il est resté 1 heure sans que personne lui dise rien. C'est quand même désagréable. Non, mais il est resté. Bien sûr. Mais c'est vrai, lui, il n'a pas été très agréable. Lui, il n'a pas été très agréable non plus. Et il passe son temps à insulter toute une partie de la population. C'est vrai qu'il a pu se balader, il a pu écouter l'Assemblée populaire. C'est seulement quand il a voulu quitter la place que ça s'est un peu mal passé. D'accord, mais on a là la démonstration malgré tout qu'en effet, ceux qui sont à nuit debout ont une volonté, un idéal, je dirais, qui est totalement contraire à ce qu'incarne Finkielkraut. Donc il y a une provocation dans sa venue. Il le sait bien. Et il est très content parce que maintenant, de Najat Vallaud-Belkacem à Marion Maréchal Le Pen, tout le monde prend la défense d'Alain Finkielkraut. Parce qu'il a été expulsé, il n'aurait pas été expulsé. Voilà, il a été... D'accord, il serait venu, mais personne n'aurait rien dit. Il faut arrêter de faire des victimes, des coupables quand même. Là, écoutez, franchement. Une victime, vous diriez c'est une victime. Place de la République. J'aime bien le rapport à la violence, aux victimes dans ce pays. Tout est en ordre, je dirais. Je trouve que Finkielkraut a le droit, comme tout citoyen, de déambuler en sécurité et en tranquillité. En sécurité, il y a eu un état d'insécurité. On commence à argumenter en disant oui, mais c'est de la provoque, etc. Non, mais où est l'insécurité? Calmons-nous quand même. Il n'a pas été tabassé. Non, mais vous parlez de sécurité, calmons-nous quand même. Et un peu inquiétante. Il n'a pas été... Voilà, il y a eu un crachat et on lui a dit fasciste. Il faut quoi? Bon, ce qui est d'ailleurs, du point de vue juridique, même pas une insulte. Mais non. Moi, je le prendrais pour une insulte. Non, mais c'est fort bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne partage pas. Je pense que ce n'était pas la façon appropriée de l'accueillir. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Mais je n'aime pas le traitement qui est fait où d'un seul coup, alors que c'était une provocation, et alors qu'on sait très bien ce qui rassemble ces personnes qui sont à nuit debout et qui parlent de la Commune 1 de Paris et qui ont est-ce que vous disposez de la liste des personnes qui sont des provocations vivantes place de la République? Il faut la publier. Il faut publier la liste des gens qui ont accès à la Place de la République. C'est ce que je disais la semaine dernière. Moi, j'ai pas le droit d'aller place de la République. Mais allez-y, écoutez. Je savais, avant même l'histoire de Finkielkraut, je savais que moi, très bien je ne pourrais pas y aller. Je suis un voisin, donc il n'y a pas de problème. Mais donnez-moi la liste des gens qui ont le droit de déambuler place de la République. Je pense qu'ils le savent. Je trouve que vous êtes un peu trop subtil, là. Vous devriez être plus univoque dans la condamnation. Merci en tout cas. Merci à vous deux pour ce débat. La complexité de temps en temps. Toujours dans cette émission. Ça, alors là, ça vous ressemble pas. Elle est parfois coupable. Vous restez tous les deux en quelques instants avec nous pour suivre la semaine politique de Tanguy Pastureau. Ah, c'est ça.